oriente thématique. C'est une problématique d'actualité abordée à travers plusieurs cultures, de façon transversale. Et pourquoi on a décidé quelque chose qui était en lien avec l'actualité ? Parce que ça nous parle, et aussi le fait de la décliner à travers les cultures peut permettre de prendre le recul et voir comment les cultures différentes jettent une lumière sur cette problématique, nous permet de faire un peu le pas en arrière de l'analyse. C'est pour ça qu'on a décidé d'un format annuel. Nous proposons comment les cultures, de savourer un peu la façon dont les cultures et les civilisations habitent le monde. Et ça, nous le faisons en mettant un peu au cœur l'expérience. Donc on ne répond pas avec un discours sophistiqué. Nous sommes ici dans cette pièce très nombreux en fait à avoir abordé une culture autre, et ça nous a changé. Et l'idée, c'est que ce changement puisse, et cette vie en fait, sans suprastructure, puisse être transmise. Et donc l'idée, c'est de penser autrement les cultures, les penser à l'aune de l'expérience. Bien évidemment, les auteurs que nous avons invités sont là pour leur expertise, pour la qualité intellectuelle de leur travail, mais ils sont là aussi parce qu'ils ont une expérience non seulement de terrain, mais une expérience humaine. Ils ont une approche des problématiques qui n'est pas que intellectuelle. Et c'est ça qu'on essaye de transmettre. En mettant au centre les personnes et leur connaissance incarnée de vie, on a voulu se dire que le multiculturalisme pouvait être un peu dépassé, c'est-à-dire l'espèce d'échantillonnage un peu à la Linné où toutes les cultures seraient là sur un étalage. C'est pas ce but-là que nous essayons d'atteindre. Pour ce premier numéro, nous avons choisi de traiter la problématique du numérique, qui est intimement liée à l'actualité nationale, mais internationale aussi. Comme le faisait remarquer Muriel, nous avons trouvé des chercheurs, des journalistes et des passionnés qui ont une connaissance approfondie de l'Internet dans une ère géographique et ou culturelle. On pourrait dire que nos auteurs vivent avec Internet et avec ces problématiques au quotidien. Nous avons donc souhaité qu'ils apportent leur regard et leur expertise afin que ce numéro d'Orient participe à l'évolution de la réflexion sur cette thématique si complexe, plus particulièrement dans ses aspects donc, géopolitiques, de langue et de société. Le premier constat que nous avons fait est celui d'une grande disparité entre le déploiement d'Internet et les supports numériques qui en permettent l'accès. Ainsi, en Asie comme en Afrique, où l'économie s'empare du mobile, où il faudrait peut-être plutôt dire que c'est le mobile qui s'empare de l'économie, une part grandissante des paiements, par exemple, s'effectue par téléphone portable, même là où la fracture numérique est encore bien présente et où une partie de la population n'a pas encore accès aux services de base ou à l'éducation. Dans ce domaine, les nouvelles générations, qui voient dans les technologies de l'information et de la communication, et plus particulièrement dans les mobiles, leurs médias privilégiés, jouent un rôle essentiel, que ce soit dans le développement d'un nouveau dynamisme économique ou d'un environnement propice à l'innovation, comme on peut le voir en Chine ou en Asie du Sud-Est. Nous avons également analysé le risque d'uniformisation culturelle causé par le numérique. D'un point de vue linguistique, on observe qu'à partir du Japon, la diffusion des fameux emojis est venue enrichir les interactions sur tous les smartphones, notamment par le biais de la jeunesse qui a initié cette pratique. Ce langage imagé, qui est constitué d'icônes, a commencé au sein des générations les plus jeunes pour ensuite avoir une portée non seulement transculturelle partout dans le monde, mais aussi intergénérationnelle. Et comme vous pouvez le voir dans l'article d'Elsa Couteillé sur justement les emojis, on remarque que leur utilisation est très diverse d'un pays à l'autre. Au Sénégal, la présence du Wolof et la pratique du code mixing oral n'a pas été effacée par Internet, mais au contraire, elles ont été favorisées et valorisées par les discussions en ligne. On constate aussi
que le virtuel a un effet concret sur le réel. Et ce phénomène se retrouve dans d'autres domaines, comme la question culturelle des frontières. La surenchère sur la question épineuse de la cybersécurité en Russie, ou encore celle du développement des réseaux terrestres et satellitaires en Asie centrale, nous montre à quel point l'Internet, bien qu'espace virtuel, peut être considéré comme un territoire à part entière. La situation au Moyen-Orient et au Maghreb, comme on peut le voir dans l'article de Jamila Bouassi, témoigne d'une autre position face au contrôle d'Internet, où certains États n'ont pas mis en place un véritable système de contrôle de l'espace numérique, qui révélerait probablement peut-être de l'absence d'une vision souverainiste du net et territorialisée. On assiste au contraire à un nombre impressionnant d'initiatives sociales en ligne et à une déflagration de l'information participative. Nous avons d'ailleurs identifié une tendance qui reste constante à travers les cultures observées et qui est l'essor d'Internet comme outil alternatif aux médias traditionnels. Cela est à mettre en perspective, bien sûr, dans chaque région, qui peut être tiraillée entre la montée du facteur religieux et les tendances sécuritaires dans le monde arabe, ou entre essor économique et contrôle étatique en Chine ou en Russie. En conclusion, le numérique acquiert des particularités qui se teintent dans chaque ère géographique et chaque pays d'une nuance différente. J'ai surtout envie de vous montrer finalement qu'il y a un réel dynamisme dans cette région d'Asie, un vrai dynamisme numérique, un dynamisme digital avec certaines spécificités qui sont liées au contexte local. On peut commencer par 2-3 chiffres, c'est pas rébarbatif mais c'est assez parlant. Donc comme vous le savez, on a une population de à peu près 620 millions d'habitants en Asie du Sud-Est et ces derniers chiffres qui datent de janvier 2017, donc c'est vraiment des chiffres très récents, nous démontrent qu'on a actuellement 339 millions d'internautes en Asie du Sud-Est, ce qui traduit un taux de pénétration de l'Internet de 53%. Hormis cette disparité, cette hétérogénéité dans la région, on a quand même des similitudes dans les usages. Donc au niveau des internautes. Et ça, c'est assez intéressant. On a vraiment une prépondérance de ce qu'on appelle le mobile first. Donc qui est lié au fait que pour bon nombre de pays, on n'a pas les infrastructures de télécommunications, et donc c'est plus simple de passer directement, de faire le jump avec les smartphones. Et donc on accède prioritairement et majoritairement à l'Internet via son smartphone. C'est une région qui fait partie des régions à l'échelle mondiale qui utilisent le plus les médias sociaux. Et là, on est en Asie du Sud-Est, donc médias sociaux locaux et étrangers. On n'est pas en Chine, on n'est pas en Russie. Et donc, je ne sais pas si ça... Je pense que c'est assez parlant. Si on prend Facebook, le top 10 des pays utilisateurs de Facebook, je ne sais pas si vous avez quelques idées sur le sujet, mais bon, dans ce top 10, on a 4 pays d'Asie du Sud-Est. On a aussi des gouvernements qui sont très volontaristes, mais on retrouve aussi ce type de politique en Chine, dans des pays comme la Russie, où malgré parfois leurs petits moyens, on parle notamment pour des pays comme le Laos par exemple, il y a une volonté d'en être. Au niveau de la région Asie du Sud-Est, actuellement, les investissements qui sont consentis dans le secteur numérique sont en croissance annuelle de 15%. Ça donne une idée un peu de l'importance de ce domaine dans les stratégies des pays de la région. En Asie du Sud-Est, on a de véritables écosystèmes de start-up qui ont émergé. Les fonds d'investissement, les business angels regardent tous du côté de l'Asie du Sud-Est. Il y a des tours de table qui se font, il y a des campagnes de dénichage, on va dire, de la nouvelle start-up de demain en Asie du Sud-Est. Donc c'est un terrain de chasse pour les investisseurs.
Je vais me limiter à ce qu'on appelle dans le milieu du capital risque les licornes, c'est-à-dire des startups qui atteignent une valorisation d'au moins 1 milliard de dollars. Par exemple, Garena en Indonésie. Donc là c'est assez classique, c'est un fournisseur de plateformes pour communication en ligne et mobile, mais qui rayonne sur toute l'Asie du Sud-Est, Taïwan et Hong Kong essentiellement. On a Gojek en Indonésie aussi. Alors ça c'est un service de transport qui gère une flotte de 200 000 chauffeurs de motocyclettes, de voitures, de camions. On a Lazada à Singapour, où là c'est achat et vente en ligne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces startups rayonnent dans leur pays d'origine, mais aussi ont des velléités d'expansion dans la région. Nous avons souhaité, par ce numéro thématique, apporter un regard renouvelé et culturellement circonstancié sur l'ensemble des pratiques liées à l'Internet. Il nous a semblé, en effet, qu'il était nécessaire d'aller au-delà des idées reçues, par exemple le fait que Internet est vecteur de globalisation, pour voir si les spécificités culturelles ne sont pas gommées par cet outil.